Il y a différentes options là, qui pourront s'offrir, soit que la personne termine sa présence au Québec et retourne dans son pays, ou encore l'employeur, s'il veut absolument le garder, peut-être qu'il peut augmenter le salaire pour passer le cap du 27 et 47 de l'heure. Nous, on veut que les emplois bien rémunérés puissent se poursuivre. Donc, si l'employeur a la capacité de rehausser le salaire, ça, ce serait une option. Sinon, il y a toujours l'option d'aller en région. Donc, en dehors de Montréal, là, les réceptions d'évaluation d'impact sur le marché du travail vont se poursuivre. Donc, il y a cette option-là aussi. Si la personne a la réelle volonté de rester au Québec et qu'elle a des compétences qui cadrent avec les besoins en région, ça, ce serait une autre option. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. L'ouragan est passé, la tempête est passée, place au calme. Vous avez sans doute pu voir ces derniers jours une sorte de mauvaise nouvelle en lien avec l'immigration canadienne, que ce soit le fédéral ou la province du Québec. Dans quelques minutes, je vais vous partager une vidéo qui n'a plus rien à voir avec les réformes, une vidéo dans laquelle la ministre de l'Immigration, Christine Fréchette, vient vous donner les raisons, vient vous dire pourquoi ils ont mis en vigueur ces différentes réformes. Mais néanmoins, avant de vous laisser suivre la vidéo, je tenais quand même à vous partager une analyse. Une analyse qui consiste tout simplement à vous faire comprendre quelle est la volonté du gouvernement du Québec dans leurs besoins d'immigration. De plus en plus, on se rend compte qu'il y a une affluence d'immigrants dans des grandes villes métropolitaines, comme l'île de Montréal. Et le gouvernement a longtemps demandé, nourri ce message au quotidien, à vouloir que les immigrants aillent du côté de la région, aillent en région, se déplacent vers la région. Parce qu'on constate que de plus en plus, les régions sont abandonnées et qu'il y a un manque croissant de main-d'œuvre. Et on se rend compte que de plus en plus, le chômage dont on parle est beaucoup plus accentué dans l'île de Montréal, dans la ville de Montréal. Et vous allez peut-être vous poser la question, après ces réformes qui ont été annoncées, qu'adviendra-t-il des personnes qui sont ici avec un permis de travail et qui aimeraient comme renouveler leur permis de travail à la fin, soit de leur première année ou bien de leur deuxième année avec leur permis de travail? Étant donné qu'ils travaillaient à Montréal, dans la ville de Montréal, est-ce qu'après leur contrat, qui ne pourra plus être renouvelé, ils vont rentrer chez eux? Effectivement, à cette question, la ministre de l'Immigration, Christine Fréchette, vous donnera une réponse. Mais pour ma part, je dirais, vous avez deux options. Étant donné que la réforme ou les mesures rentrent en vigueur le 3 septembre, si vous allez renouveler votre permis de travail après cette date et que vous êtes toujours à Montréal et que vous êtes au bas salaire, c'est-à-dire en dessous de 57 000 $ canadiens, vous ne pourrez plus renouveler votre permis de travail du fait que vous faites partie de la catégorie des personnes au bas salaire. La seule façon pour vous de rester au Canada, dans la province du Québec, avec un permis de travail, il va falloir que vous demandiez à votre employeur de rehausser votre salaire afin que vous puissiez dépasser les 57 000 $ par an, ou alors que vous vous déplaciez en région. Parce que c'est cette volonté que le gouvernement du Québec essaie de mettre en avant, de vous pousser à aller en région. Parce qu'il y a trop d'immigrants dans les grandes villes. Ils n'en veulent plus. Les régions sont désertes. Il n'y a presque personne en région. En parlant de région, voilà une vidéo que je vais vous montrer dans un instant. Bienvenue au Canada, chers immigrants. Une des raisons pour laquelle on vous demande de venir en région, c'est parce que voilà, il y a trop d'espace. Il y a trop de végétation. Les quais sont encore arables, inoccupés, vierges. Donc vous voyez, venez en région, il y a beaucoup d'espace. Vous voyez la maison qui est là-bas, au fond là-bas. Et une très belle maison. Vous constatez vous-même
comment les régions sont encore désertes et inhabitées. On a besoin d'immigrants pour combler ces régions-là. Et c'est la raison pour laquelle ces mesures ne vont pas affecter Journée Québec parce que les Journées Québec seront dédiées. Les Journées Québec vont toujours se faire, mais pour des domaines d'emploi visés comme la santé et l'éducation, mais pour la région. Et des gens qui me posaient la question de savoir, est-ce que nous qui sommes à Longueuil, nous qui sommes à Laval, nous qui sommes à proximité de Montréal, est-ce qu'on sera touchés? Vous n'êtes pas touchés parce que vous n'êtes pas à l'île de Montréal. Uniquement ceux qui seront à l'île de Montréal seront touchés par cette mesure. Et si jamais vous comptez venir vous installer à Montréal et que vous avez eu un permis de travail d'un employeur qui est à Montréal, demandez tout simplement à cet employeur s'il a une succursale à Longueuil, à Québec, à Laval, de vous délocaliser dans ces coins-là parce que votre EIMT ne passera pas si c'est pour l'île de Montréal. Sans plus tarder, je laisse Christine Fréchette répondre à toutes vos questions parce que vous allez en apprendre davantage sur ce qu'elle a à dire. Bonne vidéo. Alors moi, effectivement, je vais vous parler plus en détail, dans le fond, de ce qui se trouve derrière ces annonces. Alors, bien, on le sait là tous, l'augmentation considérable des résidents non permanents, c'est-à-dire des travailleurs étrangers temporaires, des demandeurs d'asile, également des étudiants étrangers, c'est une préoccupation de première importance pour notre gouvernement. Le nombre de résidents non permanents au Québec, on le voit bien sur le graphique, le premier ministre vient de nous le rappeler, a presque doublé entre 2021 et 2024, passant donc d'environ 300 000 à 600 000 au 1er avril dernier. La présence de ces résidents non permanents, ça a des impacts multiples, à la fois sur l'activité économique, à la fois sur le marché du travail, sur l'identité linguistique, sur la présence du français, sur la disponibilité de logements, particulièrement les logements abordables, parce que ce sont ceux qui sont recherchés en premier lieu, et également sur la demande et l'offre de services publics. Puis j'entends par là des services de santé, d'éducation, programmes d'aide sociale, dont maintenant 31% des prestataires sont des demandeurs d'asile, et je pourrais continuer l'énumération comme ça. Mais dans ce contexte, il nous apparaît essentiel de limiter la croissance du nombre de ces personnes, des résidents non permanents, sur le territoire québécois, lesquels viennent s'ajouter aux personnes immigrantes accueillies de façon permanente. Parce que vous savez qu'on a un plan annuel pour l'immigration permanente. Bon, étant donné que le Québec n'a aucun contrôle sur l'arrivée des demandeurs d'asile sur son territoire, on a demandé, comme vous savez, au gouvernement fédéral de mettre en place un mécanisme de répartition pour les demandeurs d'asile à l'échelle du Canada et une diminution de 50% de ceux qui viennent au Québec. On demande aussi au fédéral de resserrer les critères d'admission pour les visas de visiteurs, d'agir en amont parce qu'un trop grand nombre de ces pseudo-visiteurs viennent en fait pour faire une demande d'asile. Le Québec représente 22% du poids démographique du Canada. Alors, il est anormal qu'on ait reçu 50% des demandeurs d'asile du Canada ces dernières années. C'est beaucoup trop. Le Québec a également demandé au fédéral de réduire de moitié le nombre de travailleurs étrangers temporaires qui viennent à travers un programme complètement contrôlé par le fédéral, à savoir le programme de mobilité internationale, le PMI, sur lequel on n'a aucun contrôle direct. C'est là que se trouve le plus gros volume, comme le rappelait le premier ministre, de travailleurs qui viennent au Québec. Ottawa s'est engagé à réduire le nombre de résidents non permanents, mais nous, on leur rappelle qu'il faut le faire de manière costaude et urgente. C'est d'ailleurs dans le contexte de cette urgence d'agir, particulièrement à Montréal, qu'on est réunis aujourd'hui pour cette annonce. Donc, il y a des solutions adaptées, des solutions équilibrées qui doivent être apportées à la situation actuelle. Il nous faut limiter le nombre de résidents non permanents, tout en veillant à l'atteinte des objectifs du gouvernement du Québec, notamment celui de répondre aux besoins de main-d'œuvre dans certains secteurs stratégiques, comme la santé et les services sociaux, l'éducation, l'agriculture, la transformation alimentaire et la construction. Donc, venons-en maintenant au programme là, qui est géré conjointement par le Québec et le fédéral, le PTET, le Programme des travailleurs étrangers temporaires. C'est un programme qui permet aux employeurs de combler des besoins de main-d'œuvre de façon ponctuelle. Et là, notre intervention vient en fait freiner ce recours au programme du PTET. Notre objectif, c'est de limiter la hausse du nombre de titulaires d'un permis de travail valide de façon ciblée en utilisant les bassins de main-d'œuvre
disponibles, déjà présents sur le territoire, puis en protégeant aussi certains secteurs d'activité. Donc, à ce sujet-là, il y a plusieurs éléments, je vous dirais, qui distinguent Montréal. Bon, tout d'abord, le premier ministre l'a rappelé, c'est Montréal qui subit la pression la plus forte sur le français. C'est là où des gestes les plus importants doivent être posés pour stopper le déclin puis renverser le déclin du français. Puis on a déjà adopté des mesures importantes à ce sujet, puis on va continuer de le faire. Montréal se distingue aussi en matière démographique puis en matière de main-d'œuvre. Montréal, c'est l'endroit qui a connu la plus forte croissance démographique au Québec en raison de l'afflux des résidents non permanents. On parle d'une croissance de 4,3 % à Montréal, contre 2,3 % dans le reste du Québec. Donc, l'écart est énorme. Il y a 80 % des demandeurs d'asile qui sont arrivés en 2022 et en 2023 qui, maintenant, résident dans la région de Montréal. Donc, il y a là aussi un bassin de personnes important. Il y a une hausse marquée du taux de chômage, on l'a vu ces dernières semaines, particulièrement chez les jeunes et chez les immigrants récents. Quand je dis immigrants récents, c'est ceux qui sont arrivés au cours des 5 dernières années. On a vu vraiment les taux de chômage augmenter récemment. Pour les jeunes, 15-24 ans, le taux de chômage à Montréal est maintenant de plus de 12 %. C'est énorme. Quand on regarde à l'échelle du Québec, c'est 7,5 %. Il y a un écart considérable encore là entre Montréal et le reste du Québec. Même chose pour le taux de chômage des résidents non permanents. Il est maintenant de 13 %, alors qu'on sait qu'il y a énormément de résidents non permanents à Montréal. Et dans l'ensemble du Québec, le taux de chômage est de 6 %. Donc encore là, un écart important. Et malgré ça, Montréal continue d'accueillir à peu près le quart des travailleurs du programme des travailleurs étrangers temporaires, si on exclut là, le secteur agricole. On est près du quart. Donc, il y a encore beaucoup de recrutement à l'international qui est fait par des employeurs de Montréal pour des emplois à bas salaire, même si le marché de l'emploi montréalais est moins tendu qu'il ne l'était. Il offre davantage de personnes disponibles pour le travail. Donc, il faut changer ça, il faut changer ce réflexe des entreprises, particulièrement à Montréal, pour aller recruter à l'international parce que la donne a changé, particulièrement à Montréal, en matière de disponibilité de main-d'œuvre. Donc, il y a une intervention spécifique sur l'île de Montréal qui est requise pour freiner le recours au PTET et permettre que ces bassins de main-d'œuvre disponibles soient priorisés, soient recrutés en premier. Donc, c'est pour ça qu'on annonce aujourd'hui la suspension de la réception des demandes du programme des travailleurs étrangers à Montréal pour les emplois dans la région administrative de Montréal, donc l'île de Montréal, pour des emplois inférieurs à 57 000 $ par année. Ça, c'est le salaire médian, qui équivaut en fait au salaire horaire de 27 et 47 là, en termes de salaire médian. Et ça, c'est pour une période de 6 mois. Cette décision-là va entrer en vigueur le 3 septembre prochain. Et comme ça a été dit par le premier ministre, il est important de noter qu'il y a des secteurs stratégiques qui sont exemptés. Donc, les secteurs qui sont exemptés, c'est la santé et les services sociaux, l'éducation, l'agriculture et la transformation alimentaire, tout comme la construction. Donc, pour ceux qui pataugent, là, je dirais, dans ces dossiers-là d'immigration, je vais le dire de manière plus technique. Là, donc, on suspend la réception de toute nouvelle demande de IMT. Ça, c'est des évaluations d'impact sur le marché du travail pour le programme des travailleurs étrangers temporaires pour des postes situés dans l'île de Montréal et dont le salaire est inférieur au salaire horaire médian. Donc, ça, c'est pour la description plus technique. Et comme l'a dit le premier ministre, le gouvernement du Québec agira également sur une autre catégorie de l'immigration temporaire qui a grandement augmenté au cours des dernières années, à savoir les étudiants étrangers. Leur nombre a augmenté en fait de plus de 70 % entre 2018 et 2024, passant de 70 000 étudiants étrangers en 2018 à plus de 120 000 cette année. Donc, un projet de loi va être déposé lors de la prochaine session parlementaire pour nous donner le pouvoir d'encadrer le nombre d'étudiants étrangers dans les établissements d'enseignement. On va se doter en fait de leviers juridiques pour mieux encadrer ces étudiants étrangers et leurs venus. Il est devenu en fait nécessaire de pouvoir limiter le nombre de demandes faites par les étudiants étrangers en fonction des différentes variables, ce qui n'était pas possible jusqu'à maintenant. Et quand on dit en fonction de différentes variables, c'est comme par exemple le type d'établissement, le nombre d'étudiants étrangers par établissement, la région, le domaine d'études, tout ça va devenir des éléments qui vont nous permettre de prendre action d'une manière ciblée au niveau des étudiants étrangers. Donc, le projet de loi devrait aussi permettre un meilleur suivi de la situation des étudiants étrangers sur le territoire
pour appuyer la mise en application de mesures de limitation et d'encadrement. Donc, on vous donnera davantage de détails sur ce sujet-là lorsque le projet de loi sera présenté. Donc, en conclusion, on est d'avis que les solutions qu'on va mettre en place vont contribuer à l'atteinte de nos objectifs de réduction des résidents non permanents, tout en continuant de répondre aux besoins de main-d'œuvre dans certains secteurs stratégiques et dans les régions du Québec. Et l'action du fédéral va toutefois être déterminante pour réduire le nombre de travailleurs dans les programmes fédéraux que sont le programme de mobilité internationale, le PMI, et également pour le programme d'accueil des demandeurs d'asile. Donc, de mon côté, je vais continuer à travailler en étroite collaboration avec le ministre Miller et les autres homologues provinciaux afin de mettre en place un mécanisme de financement et de répartition des demandeurs d'asile pour que tout ça procède de manière juste, équitable et durable. Alors, voilà qui complète mon intervention. Donc, je vais laisser la parole. Merci beaucoup, Mme Fréchette. On va passer à la période de questions. Donc, il y a 2 micros pour les médias. Donc, un ici à ma droite, un autre derrière les caméras. On va alterner. Ce sera une question, une sous-question par journaliste, s'il vous plaît. On va commencer en français et terminer en anglais. Je laisse la parole. Bonjour à vous deux. Louise Leduc de la presse. Je m'intéresse beaucoup à l'éducation. Vous n'avez pas beaucoup parlé là, du projet de loi de l'automne. Est-ce que ça va toucher aussi les cégeps? On sait qu'il y a certains cégeps là, dont les programmes dépendent de l'afflux des étudiants étrangers. Qu'est-ce que vous avez à dire sur un petit peu plus de détails là-dessus? Bien, je veux rassurer les établissements d'enseignement en région. Je suis très conscient, entre autres comme ancien ministre de l'Éducation, qu'il y a des programmes en région qui existent parce qu'il y a des étudiants étrangers qui viennent compléter des classes. Donc, il n'est pas question de toucher à ça. OK, mais donc, quand vous disiez il y a eu des abus dans certains établissements, comment vous allez, ça va être quoi votre barème pour déterminer combien qu'il en faut? Parce que là, ça ne sera pas par établissement, que je comprends. Alors, comment vous allez faire ça? Ça va être par établissement, mais là, je ne veux pas non plus commencer à expliquer un projet de loi qu'on va déposer dans quelques semaines. Je vous répondrai à vos questions dans quelques semaines quand le projet de loi sera déposé, mais je veux quand même rassurer les établissements, que ce soit en formation professionnelle, en formation technique, collégiale, de façon générale, préuniversitaire et universitaire en région. Il n'est pas question de venir fermer des classes en réduisant le nombre d'étudiants étrangers en région. Bonjour. Justement, on parle des... Bon, là, il va y avoir des jeux là, du côté des compagnies. J'ai une adresse à Longueuil, je vais faire ma demande. Comment on va gérer ça? Les ponts sont parfois congestionnés, mais on peut y parvenir à les passer. Donc, l'île de Montréal, oui, mais Longueuil, Laval... Oui. Alors, la façon qu'on aura de déterminer si la personne ou une profession ou un emploi est soumis ou non à l'annonce qu'on fait aujourd'hui, ça va être le lieu, l'adresse de l'entreprise associé au lieu de travail. Donc, c'est pas le siège social nécessairement, c'est le lieu de l'adresse où la personne est appelée à travailler physiquement. Donc, ça va être ça qui va nous permettre de déterminer si la personne est soumise ou non à la suspension de réception des EIMT. En suivi, je reviens au projet de loi futur, bientôt, dans le domaine de l'éducation. Vous avez parlé d'abus. Dans ma tête, ça sonne une cloche. Les écoles spécialisées qui font des formations où à peu près 100% des étudiants arrivent de l'Inde, payent le gros prix. Est-ce qu'on parle de ce genre d'abus-là? Ça fait partie de ce que j'appelle les abus, mais encore là, il est trop tôt pour répondre de façon précise à votre question. Donnez-nous quelques semaines quand on va déposer le projet de loi, mais effectivement, il y a certaines écoles privées qui ont abusé. Merci. Prochaine question. Gabrielle Proulx de Radio-Canada. Donc, Monsieur Legault, est-ce qu'après 6 mois, vous pensez aller plus loin, viser d'autres régions, la Montérégie, par exemple, avec les mêmes catégories d'exception, en ce qui a trait aux travailleurs temporaires? Bien, on n'exclut rien. Comme je vous disais, le gros bloc, c'est le 420 000 du fédéral qu'on veut qu'il réduise de moitié. On va vous venir avec un projet de loi pour les 120 000 étudiants étrangers. Pour ce qui est des 48 000 travailleurs en région. Il faut savoir qu'il y en a beaucoup en agriculture, là, donc ça c'est important pour l'autonomie alimentaire, mais on n'exclut rien.
Puis pour ce qui est, Madame Fréchette, pour ce qui a trait aux 12 000 travailleurs pour l'île de Montréal, comment ça va fonctionner? Est-ce que vous les avez déjà ciblés? Est-ce que ils vont quitter dès le 3 septembre? Comment qu'on procède au niveau de l'application? Alors, de la manière que ça va procéder, c'est que les demandes qui seront déposées à partir du 3 septembre ne seront pas traitées. Donc, ceux qui sont déjà ici actifs avec un permis de travail vont continuer à poursuivre leur travail. C'est lorsque arrivera l'échéance de ce permis de travail-là, s'ils voudront renouveler leur permis de travail, s'ils sont situés sur l'île de Montréal et qui ne sont pas dans les secteurs protégés et que le salaire est de moins de 57 000 $ par année, eh bien là, ils ne pourront pas renouveler avec ce même emploi. Donc, c'est comme ça que ça va procéder. C'est pour les demandes qui seront déposées à partir du 3 septembre pour 6 mois au moins. Merci beaucoup. Prochaine question. Sarah Champagne du Devoir. Je voudrais revenir sur l'aspect de renouvellement. En fait, les gens qui étaient, donc, vous venez de le dire, déjà ici sur un permis de travail, quelles options vont être offertes à ces personnes-là? Je prends un exemple, quelqu'un qui serait serveur dans un Tim Hortons au nord de Montréal. Est-ce qu'il va pouvoir rester? Est-ce qu'il va avoir l'option de présenter une autre demande de résidence permanente, par exemple? Eh bien, en fait, il y a différentes options là, qui pourront s'offrir. Soit que la personne, termine sa présence au Québec et retourne dans son pays, ou encore l'employeur, s'il veut absolument le garder, peut-être qu'il peut augmenter le salaire pour passer le cap du 27 et 47 de l'heure. Nous, on veut que les emplois bien rémunérés puissent se poursuivre. Donc, si l'employeur a la capacité de rehausser le salaire, ça, ce serait une option. Sinon, il y a toujours l'option d'aller en région. Donc, en dehors de Montréal, eh bien, là, les réceptions d'évaluation d'impact sur le marché du travail vont se poursuivre. Donc, il y a cette option-là aussi. Si la personne a la réelle volonté de rester au Québec et qu'elle a des compétences qui cadrent avec les besoins en région, ça, ce serait une autre option. Il y a beaucoup de travailleurs temporaires, justement, qui veulent demander la résidence permanente. En ce moment, ils ne peuvent pas le faire s'ils ne sont pas qualifiés. Vous allez rouvrir une voie, mais est-ce que les critères de français peuvent vraiment être remplis par ces travailleurs-là, surtout sachant là, qu'ils n'ont pas nécessairement de place là, avec les coupes en francisation dont on a entendu parler dans les dernières semaines? Bon. D'abord, soyons réalistes, là. On accepte 50 000 travailleurs, on accepte 50 000 immigrants permanents par année dans 3 catégories, les travailleurs, la réunification familiale, puis, réfugiés et autres. Là, on a 600 000. On a 600 000 temporaires. Donc, on ne fera pas croire à tout le monde qu'ils vont être capables d'être rapidement dans les 50 000 qu'on choisit à chaque année, d'autant plus qu'il y a déjà, entre guillemets, une liste d'attente. Merci beaucoup. Prochaine question? À l'autre micro, il n'y a personne, on continue. Bonjour, Romain Chuer, à Radio-Canada. Il y a 3 ans, Monsieur Legault, vous disiez que les immigrants qui gagnent moins de 56 000 $ empirent votre problème. C'était vos mots devant des partenaires d'affaires. Est-ce qu'aujourd'hui, vous réglez votre problème? Mais surtout, pourquoi, dans ce cas-là, pas faire la coupe que vous demandez tout simplement au gouvernement fédéral et pas réduire de moitié aussi le PTET d'une manière générale? Bon. D'abord, vous vous rappelez très bien, M. Chué, que depuis mon entrée en politique, un de mes objectifs, c'est de réduire notre écart de richesse avec le reste du Canada, d'augmenter le PIB par habitant. Donc, les emplois qui sont bien payés, ça aide à augmenter la richesse au Québec, puis à avoir une meilleure croissance du PIB par habitant que nos voisins. Ce qu'on a réussi à faire. Donc, pour moi, il y a une différence, effectivement, entre les salaires bien payés et les salaires moins bien payés. Maintenant, il faut regarder toutes sortes d'exceptions. Pensons à l'agriculture et la transformation alimentaire. On veut quand même, j'ai vécu la pandémie, là, puis j'ai eu peur à un moment donné qu'ils ne soient pas capables de nourrir tous les Québécois, donc de continuer à augmenter notre autonomie alimentaire, ça fait partie des exceptions. Mais effectivement, l'autre chose aussi que je vous dirais, les étudiants, là, moi j'ai un faible pour les étudiants parce que ce sont des personnes qualifiées, jeunes, qui viennent augmenter le salaire moyen au Québec. Donc, je pense que la plupart des endroits dans le monde essaient d'attirer le maximum de travailleurs bien payés, bien qualifiés. Bien sûr,
tout le monde doit faire son effort pour aider les personnes démunies qui recherchent une vie meilleure. Puis là, ben, quand on prend les demandeurs d'asile, le fait qu'on ait reçu 50% des demandeurs d'asile du Canada au Québec, je pense qu'on fait notre part. J'imagine que la demande principale, de toute façon, que vous faites, mettons de côté l'annonce du jour, la demande principale, c'est de réduire l'immigration d'une manière générale au fédéral, dans le pays en entier. Les demandes d'asile, c'est vraiment l'éléphant noir aussi dans la pièce. C'est difficile pour vous d'avoir des mesures concrètes, même à demander au fédéral, parce que, hormis fermer l'aéroport de Montréal ou l'aéroport de Toronto, ces gens-là vont rentrer au pays. Ils viennent d'Inde, Madame Fréchette en a parlé encore tout récemment. Qu'est-ce que vous demandez concrètement au fédéral, puisqu'il y a déjà un visa, par exemple, pour l'Inde, contrairement au Mexique, justement, où vous avez eu de gain de cause et le fédéral a réimposé un visa, mais comment empêcher les gens ou ces familles, ou bien sûr il y a des réseaux de passeurs, on en a déjà parlé ensemble, mais comment empêcher ces personnes-là d'entrer au Canada et donc d'arriver au Québec? Vous proposez des mesures ensuite, mais initialement, il faut que ces gens-là n'arrivent pas au Québec si vous voulez réduire le nombre de moitié. D'abord, je veux vous rappeler là, que je suis très fier du communiqué de presse qu'on a émis à Halifax le mois dernier, signé par tous les premiers ministres de toutes les provinces, où on disait deux choses. Le gouvernement fédéral doit réduire le nombre de demandeurs d'asile, donc peut être plus exigeant sur les visas, peut mettre en place toutes sortes de mesures. Ça, c'est pour le total. Puis on a aussi tous signé le communiqué qui dit que les demandeurs d'asile doivent être répartis équitablement entre les provinces. Il y a même des provinces qui ont levé la main, comme le Manitoba, puis Terre-Neuve. Vous dites, c'est vrai, nous autres, on n'a pas pris beaucoup, on lève la main. Donc, finalement, c'est pas simple. L'idéal, c'est à l'arrivée que le gouvernement fédéral dise, ben écoutez, vous devez aller dans une autre province, doit mettre en place aussi des incitatifs pour transférer une partie des demandeurs d'asile qui sont ici actuellement dans d'autres provinces. Mais c'est pas équitable là, que le Québec reçoive 50% des demandeurs d'asile alors qu'on représente 22% de la population. Ça fait mal à nos services publics, ça fait mal à notre logement, ça fait mal à l'avenir du français. Vous me permettez juste une précision, on se voit rarement. Aujourd'hui, on en a parlé avec votre cabinet, Madame Fréchette. On a indiqué que vos journées de recrutement du gouvernement du Québec vont être réduites. C'est aussi un pas dans cette direction-là. Vous disiez, Monsieur Legault, Madame Fréchette, de réduire l'immigration temporaire en montrant l'exemple et en arrêtant ces dizaines de missions de recrutement qui ont eu lieu depuis les dernières années. Bien, on passe en revue, en fait, l'ensemble des actions que l'on mène sur ce plan-là. Les Journées Québec, ça en fait partie. Donc, on est à regarder la portée qu'on veut donner aux Journées Québec. Il faut voir qu'il y a quand même plusieurs recrutements qui sont faits en lien avec des secteurs qui sont protégés là, dans le cadre de l'annonce aujourd'hui. Donc, beaucoup de recrutements est fait pour ces secteurs-là. Puis, il y a beaucoup de ces gens, en fait, 80% qui sont recrutés, qui s'en vont en région. Donc, on essaie voilà, de faire correspondre l'ensemble de nos orientations avec les Journées Québec. Donc, les analyses sont en cours et on vous tiendra informé des développements. Merci beaucoup. On va passer en anglais maintenant. Ah, en français? Dernière définition en français, on va passer en anglais à l'autre micro. Oui, bonjour, Frédéric Lacroix de la presse canadienne. Sur quoi vous allez vous baser pour décider de prolonger ou non le moratoire de 6 mois? Qu'est-ce que vous avez évalué au bout de ce moratoire-là? Beaucoup de choses. Première chose, est-ce que le gouvernement fédéral agit enfin? Deuxièmement, on va voir la réaction là, sur le premier 6 mois. On va se donner du temps aussi pour peut-être encore mieux analyser les groupes qui sont exclus pour voir s'il y a lieu de ratisser un peu plus large. On va regarder aussi ce qu'on est capable, ce qu'on veut faire avec les étudiants étrangers. C'est tout ça qu'on va regarder dans les 6 prochains mois. Fréchette, vous avez mentionné que le gouvernement voulait se doter de leviers juridiques. Vous pensez à quoi plus concrètement de ce côté-là, en fait? En fait, c'est qu'on n'a pas la capacité en ce moment d'encadrer l'action des établissements d'enseignement en matière de recrutement à l'international de manière nichée, de manière précise. C'est pas un enjeu qui avait été soulevé auparavant, donc les outils n'existent pas à l'heure actuelle pour
intervenir. Donc, on va avoir un projet de loi qui va nous permettre d'intervenir, soit en agissant par établissement ou en agissant par région, en agissant par programme. Donc, c'est des orientations qu'on va vouloir mettre dans le projet de loi, mais on vous reviendra avec les précisions. Merci beaucoup.